Yes, super. Merci Julien d'être présent. D'être présent. Alors aujourd'hui, on a l'exclusivité d'avoir Julien Pelabert qui est vraiment négociateur confirmé, docteur en négociation. Donc ça va être un échange qui va durer entre 30 et 40 minutes. On va parler un peu de plein de choses, surtout axé sur la négociation. Donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Avec plaisir. Merci pour l'invitation, Florian. Vraiment très content d'échanger avec toi, parce qu'on s'était déjà rencontrés il y a quelques années maintenant. Ouais, c'est ça. Ça commence Euh, à dater. ouais, où on avait déjà échangé sur la négo. Très rapidement, moi, je suis négociateur professionnel, c'est-à-dire que mon métier, il est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises, des organisations gouvernementales ou des individus sur la conduite de leurs négociations les plus sensibles ou les plus complexes. Très rapidement, pour mon parcours, en fait, je suis un pur produit de l'entreprise. Hein. Tu sais, je viens du monde du business, j'ai travaillé un peu plus de 10 ans, cabinet de conseil, société d'édition de logiciels. Et puis, suite à cette expérience où j'avais un centre de profit, je manageais des gens, j'ai voulu découvrir la négociation sous un angle un peu différent que ce que je pratique au quotidien. J'ai repris mes études. J'ai passé 4 années dans un laboratoire de recherche à la Sorbonne à étudier, à disséquer la discipline. Suite à ces 4 années, j'ai obtenu un doctorat sur le thème de la négo. Et maintenant, depuis 2016, on accompagne et on forme des entreprises là-dessus. Sur le temps libre qu'on a, on continue un petit peu à enseigner, puisque j'ai la chance d'enseigner la négociation à HEC, la Sorbonne, Sciences Po Paris et l'ENA. Ce qui est intéressant quand tu comprends nos clients, c'est que tu comprends notre travail. Notre panel de clients il est très large. Ça va d'entreprises du CAC 40, je pense au top 300 d'un grand groupe pétrolier, pour ne pas le nommer, en passant par des grosses sociétés d'audit et d'avocats, où on forme les partenaires, qui est une des Big Four, en passant par des gros acteurs du secteur bancaire français. Mais ça passe aussi par des entreprises américaines. On a eu la chance de partager notre travail chez Salesforce, chez LinkedIn, sur d'autres structures de taille plus intermédiaire. Et puis, on partage aussi régulièrement avec des entités gouvernementales. Typiquement, moi, je forme les hauts potentiels de la gendarmerie, qui sont ici les Moulineaux, et j'ai eu l'occasion aussi de partager un petit peu avec des cellules de négociation police. Donc tout ça pour dire qu'en fait, nous, on n'a pas d'expertise sur le métier des gens qu'on accompagne. Notre D'accord. expertise, elle est vraiment sur la manière dont le cerveau prend des décisions. Et on se rend compte que dans le cadre d'un achat immobilier, dans le cadre d'une négo avec sa conjointe, son conjoint, dans le cadre de sa négo avec son N+1, N-1, son enfant ou même un forcené, en fait, ça passe par les mêmes leviers au niveau de la prise de décision et du cerveau. Et c'est vraiment ça sur lequel on accompagne, on forme les gens. La grosse idée, c'est vraiment comment tu perces le code de l'influence, comment tu obtiens de manière éthique ce que tu souhaites Ok. à travers ce sujet qui est la négociation. Parce que Ok. négocier, c'est pas juste acheter ou vendre. Hein. Négocier, si tu veux, c'est un mode de décision partagé où l'autre a la capacité de te dire non. Qu'en fait, à partir du moment où tu es dans une interaction avec quelqu'un qui peut te dire non, est-ce que tu veux bien faire ce podcast, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on part en vacances, on est dans un processus de négociation. On n'est pas juste sur le marchandage au niveau d'un bien et du prix. Donc en fait, ça veut dire on ne s'en rend pas compte, mais 90% de nos décisions sont prises en adéquation avec quelqu'un qui peut nous dire non. On est sans cesse en négociation. Et c'est pour ça que c'est une Constamment. discipline aussi riche. D'accord, et c'est vrai que quand tu dis ça, c'est constamment. Mais en fait, on a les mêmes similitudes finalement, que ce soit sur un domaine immobilier, de la bourse, sa conjointe, ses enfants. C'est OK, d'accord. Et est-ce que toi, alors là, on va vraiment dégrossir un petit peu. Donc, cet enregistrement, je vais le laisser en ligne un mois parce qu'il y aura beaucoup de valeur et on ne peut pas tout dire dans ce laps de temps. Donc, prenez-le. Si ça vous intéresse, partagez-le. Il y a pas mal de choses qui vont être vues dessus. Et j'aimerais surtout que tu reviennes sur un aspect que tu as dit, c'est qu'on passe constamment sa vie à négocier. Et est-ce que tu as remarqué avec le temps des profils qui sont plus axés sur la négociation ou une tendance, c'est-à-dire des caractéristiques que des gens ont en commun qui sont amenés à mieux négocier que d'autres, par exemple. Ah, ouais. Euh, Déjà, en fait, les personnes qui négocient le mieux, c'est les personnes, pour moi, qui. Ça demande des qualités qu'on a tous, hein, plus ou D'accord. moins. Et déjà, ça demande de la curiosité. La De la curiosité. curiosité, il faut vraiment s'intéresser à l'autre, il faut comprendre son référentiel. Si je négocie avec toi, Florian, quelle est la seule personne qui peut me donner ce que je veux? C'est moi-même. C'est toi. C'est Ah vrai. ouais. Et, et par rapport à ça, c'est-à-dire que toi, ta décision, tu la prends dans ton référentiel qui est ta tête, c'est ta perception de la réalité. Et D'accord. donc, moi, il faut que je m'intéresse à ce que tu perçois, à ce que tu vis, à cette perception. Parce que
Et c'est ça qui est compliqué dans la négociation, c'est que ce n'est pas une question d'être heureux ou d'avoir raison. C'est le gros dilemme. On dit dans la négociation, il faut choisir entre heureux et d'avoir raison. Mais c'est un peu un mélange de tout ça. Le truc, c'est que si j'ai raison, l'autre va avoir tort. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment avoir tort régulièrement. C'est dur. Ouais, mais c'est pas évident. Donc en fait, il faut de la curiosité. Il faut de la curiosité et il faut de l'humilité parce que je dois m'intéresser à ta perception du sujet, qu'elle soit bonne ou moins bonne, mais en tout cas pour toi, elle est bonne. Donc ça va être une vérité par rapport à ça. Cette perception va faire office de vérité et je ne dois pas avoir de jugement de valeur. Je dois faire preuve d'humilité. C'est la même chose que si je viens chez toi. Je viens chez toi et je te dis, ouais, c'est sympa chez toi, Florian, mais bon, perso, tu vois, le canapé, je ne l'aurais pas mis de cette manière-là ou pas de cette couleur-là. Tu ne vas pas me réinviter très souvent. Ça va être compliqué. Sincèrement, C'est vrai. ça va être dur. Alors, si je m'intéresse profondément à ce que tu perçois, mais sans y mettre ce jugement de valeur, eh ben, je vais pouvoir rester, je vais pouvoir comprendre. Et dans cet espace qui est le tien, ben, je vais pouvoir te proposer des solutions qui font sens. Voilà. Mais je dirais la première qualité, c'est cette curiosité, c'est cette humilité. Et puis après, bon, il faut une forme de ténacité, d'assertivité, c'est-à-dire cette capacité à avoir suffisamment confiance en soi, malgré les temps forts, malgré les temps faibles, mais pas trop confiance en soi non plus. Tu vois, il faut trouver ce juste milieu. Et c'est ça. Alors, c'est ça qui est compliqué pour beaucoup d'entre nous. Tiens, on va prendre une situation simple. Tu rentres dans un processus de négociation et mettons que je n'ai pas suffisamment confiance en moi. Je doute, j'ai peur, j'ai une appréhension sur un poste, quel qu'il soit, de commercial, de négociateur, ou même je vais acheter un bien immobilier et puis je commence à douter. Qu'est-ce qui se passe? Bah, toi, qui es propriétaire de ton bien immobilier, tu vas ressentir inconsciemment ce doute. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tes neurones miroirs vont fonctionner et donc je vais avoir davantage d'objections. Donc déjà que je n'ai pas forcément très confiance en moi, je vais avoir beaucoup d'objections. Est-ce que votre dossier est carré? Pourquoi est-ce que vous voulez acheter ici? Et sur lesquelles je n'aurai pas forcément les réponses. Et ça ne va pas être forcément évident d'y répondre. Maintenant, on va prendre l'inverse. Donc, j'ai trop confiance en moi. Et puis, je vais t'expliquer à quel point je vais te l'acheter, ce bien immobilier. Ou que, il y a encore beaucoup de choses à refaire, mais bon, ça, c'est un détail. Plus je vais vouloir t'imposer ma décision, qu'est-ce qui va se passer, toi, en tant que propriétaire immobilier? Tu vas vouloir t'opposer. Bien sûr. Doucement, et c'est pas, avant de commencer les travaux, achetez-le déjà. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir encore inconsciemment des objections. C'est un dosage. Et oui, je dois trouver ce qu'on appelle, nous, une neutralité émotionnelle en posture basse. C'est vraiment, c'est comme les gens qui font des sports de combat. J'aime bien cette métaphore parce qu'elle est criante de vérité. Tu croises quelqu'un dans la rue qui fait son excité, son nerveux, tu es sûr qu'il ne s'est jamais battu de sa vie, dans la rue, mais c'est un narvalo. Maintenant, tu tombes sur un mec et tu vois son nez, il est un peu abîmé, il a les oreilles un peu en chou-fleur. Voilà. Tu sens qu'il a vécu. Il te regarde, il est calme, il est posé. En fait, il n'a rien à te prouver. Et là, le danger, il est là, si tu veux. C'est cette sérénité, cette force tranquille qu'il faut avoir à trouver. C'est-à-dire, je suis capable d'accepter cette part d'inconnu et on va s'adapter. Mais je ne fais pas mon petit roquet ou mon peureux. Il faut que je trouve ce juste milieu, cette neutralité émotionnelle. Et ça, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de mindset. Et c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se prépare en parallèle de juste la compréhension d'un processus de négociation. On parle de préparation mentale, sur lequel nous, on accompagne, on forme, mais qui est tout aussi important. Tu peux être le meilleur sportif de haut niveau, quelle que soit la discipline. Hein. Si au moment où l'enjeu est important, tu es sidéré, tu ne bouges plus, il ne se passe rien. Et oui, tu perds ta finale, tu perds ton moment. Tu peux être le meilleur combattant du monde en sparring, on s'en fout du sparring. Il faut être présent le jour du combat. Tu peux être le meilleur pendant 4 années, t'entraîner pour les JO, si tu n'es pas là ce jour-là, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc en fait, cette préparation mentale, elle nous aide aussi. Parce que négocier, ce n'est pas intuitif. Négocier, même si on négocie tous au quotidien, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on peut tous devenir de meilleurs négociateurs, on peut tous devenir une meilleure version de soi-même. Et ça, c'est très simple. Ça demande de comprendre les logiques qui se passent sur la prise de décision. Mais à partir du moment où on a ça, mais quel champ des... En fait, la négociation, c'est un super pouvoir magique. C'est un super pouvoir magique qui nous permet d'obtenir le maximum d'une situation avec quelqu'un qui peut nous dire non. Et en plus, la personne, quand elle te signe ton deal, ton accord, ton présente, et en plus, elle est contente.
Ouais, là, c'est le gain, là, c'est le summum. Ah ouais, C'est incroyable. c'est le but de la négo, parce que je pourrais obtenir ce que je veux, je te fais une clé de bras, je te prends ton argent, bon ben voilà, ou je pourrais utiliser la règle. Mais je vais générer de la frustration, de la colère, et ça peut faire du sens sur une temporalité extrêmement courte, mais pas Courte, sur tout du à fait. moyen terme. Et, Sur du... et dans nos univers de vie, d'entreprise, de je veux t'acheter quelque chose, et puis ça se trouve, toi, tu as un marchand de biens, tu as plusieurs biens. Mon but, il n'est pas de te faire un one-shot, ça se trouve, je peux passer à côté de plein d'autres deals qui C'est étaient vrai, beaucoup plus intéressants. c'est Ou vrai, c'est vrai. tordre le bras à mon banquier, mais peut-être qu'il ne me donnera pas un second, troisième, quatrième prix si je C'est vais être dans c'est- une logique c'est investissement. vrai. C'est vrai Tu que disais quoi? c'est vrai que la temporalité au niveau de la longueur, de la distance du long terme est beaucoup plus importante que faire une action de manière très courte. Et c'est ce que j'ai mis en pratique souvent avec des agents immobiliers quand on devait négocier sur des biens. Je leur dis, écoutez, c'est simple. Soit on arrive à se mettre d'accord sur ce prix, ou vous arrivez à prendre ce que vous devez prendre. Et moi, sur du long terme, on va travailler ensemble. Donc, mieux vaut faire cette petite action là maintenant, mais sur du long terme, ça sera périn. C'est-à-dire que constamment, on va pouvoir avancer dans ce sens-là. Et du coup, pour en venir à tes deux ouvrages, est-ce que tu sais à peu près les différencier? Alors moi, j'ai eu celui-là à sa sortie, hein, tu me l'avais présenté, Ouais. dédicacé, et j'applique toujours les mêmes référencements que la méthode Celia. Donc, connecter, écoute active, libérer la confiance, influer au changement, accompagner vers l'accord. Et qu'est-ce qui, dans Pitch Influence, pourra encore apporter en plus? Ou est-ce que c'est destiné à un certain public? Voilà, c'est vraiment, vraiment distinguer les deux pour ceux qui te Ouais. découvrent et qui aimeraient vraiment s'interroger sur la négociation. Merci. En fait, les deux ouvrages sont complémentaires. Si OK, j'avais pu, si j'avais eu la maturité il y a 5 ans quand j'ai écrit le premier, j'en aurais écrit qu'un qui d'accord, prenait les deux. En fait, le premier, qui est négociation d'influence, c'est un vrai processus de conduite de négociation. Il y a 5 étapes, et ces 5 étapes, c'est un système que tu retrouves dans toute négociation. C'est ta phase de connexion, de préparation. Comment est-ce que tu écoutes l'autre pour comprendre son champ des possibles? Comment tu travailles après une dynamique de confiance? Quand tu as validé ces 3 premières étapes, comment est-ce que tu invites au changement à travers des dynamiques d'influence ou des logiques qui vont reposer sur des critères objectifs, et comment tu sécurises ton accord dans un dernier temps. Et donc là, on était vraiment sur un processus de conduite de négociation. Et en fait, quand je regardais ça, je me disais, mais il manque tout l'avant et tout l'après de la négo. d'accord. Et donc, pitch OK, influence, il est vraiment dans cette optique. C'est, je maîtrise euh, la forme, mais maintenant, il faut que je maîtrise aussi le fond, et il faut que je maîtrise quelque chose qui est jamais abordé a priori dans ce que j'ai lu sur le pitch, c'est-à-dire le cadre. C'est-à-dire, c'est tous les signaux faibles que je vais créer, que je vais travailler avant ma négociation pour influencer mon interlocuteur. On est vraiment sur des logiques d'influence. Typiquement, c'est se positionner ce qu'on appelle en tiers d'autorité. C'est quoi d'accord. les leviers que je vais avoir pour me positionner en tiers d'autorité? C'est quoi l'intérêt? En fait, quand je me positionne en tiers d'autorité, l'autre va écouter et retenir que ce qu'il y a de plus pertinent dans mon propos, qui va renforcer cette image que je suis la bonne personne. À D'accord. l'inverse, si je n'étais pas tiers d'autorité, avec le même discours, l'autre aurait un focus d'attention sur les approximations que je vais avoir. Et tu vois, demain, tu vas négocier un bien immobilier, c'est l'exemple que tu prenais avec un agent, et tu lui dis, bah, écoutez, moi j'ai déjà 20 biens dans le secteur, indirectement, tout ce que tu vas dire derrière euh, aura plus de De sens, sens. plus de poids que si tu disais, bah voilà, je ne sais pas encore si je veux acheter, est-ce que ça fait sens, pas de sens, je me pose Ouais. encore beaucoup de questions. Et pourtant, la suite est exactement la même chose. Et donc, en fait, là, l'idée de ce second ouvrage, c'est on se rend compte qu'on a tous, sans parler à proprement parler de négociation, mais on a tous à pitcher des idées sur un projet, sur une volonté de partir en vacances, sur la construction d'entreprise, jusqu'à aller sur une levée de fonds, ou tout simplement d'aller voir son banquier et lui vendre une histoire en lui disant, voilà, C'est moi vrai. j'ai besoin de 100, 200 000 euros. Et comment est-ce que tu fais ça? Eh ben, c'est vraiment la réponse de ce type. Donc, c'était d'apporter une vision qui repose sur le plus d'éléments scientifiques possible, parce que c'est notre ADN, en fait, si je peux exprimer ainsi, c'est que tout ce qu'on avance, on essaye de montrer à travers, à travers des processus scientifiques. C'est des principes, c'est des systèmes. Et puis, on essaie de renforcer aussi une partie de neutralisation des objections qu'on n'avait pas eu le temps ou l'occasion de suffisamment développer dans le premier repas. Donc, il est D'accord. extrêmement complémentaire pour moi. Je ne sais pas quel est ton retour quand tu as les deux en main.
si ça a pu transparaître et transpirer pour toi. Ok, bah, si, là, j'étais en train justement de le commencer. Je l'ai récupéré mardi, hein, pour tout te dire. Je l'ai récupéré Oh, ouais, mardi. mais il y a quelques jours. Pour les Ouais, gens qui nous écoutent, il y a quelques jours. voilà, c'est ça. C'est vraiment. J'étais un des premiers dès que c'était sorti. On avait échangé là-dessus, donc Ouais. c'est super. Et est-ce que tu remarques certaines formes d'objections qui reviennent constamment en négociation et ce, n'importe quel type de négo? C'est-à-dire que quelqu'un qui veut acheter une maison à 1 million ou quelqu'un qui veut juste obtenir un crédit ou qui veut juste obtenir le choix de regarder un match de foot le mardi. Est-ce qu'il y a certaines objections qui reviennent? Est-ce qu'on peut les anticiper par rapport à une gestuelle, une posture ou des éléments de langage, ouais, ce genre de choses? Est-ce que tu vois, maintenant, avec l'expérience que Ouais. tu as, et Ouais, ouais. scientifiquement, on peut le distinguer? On a trois grandes familles d'objections qui reviennent sans cesse. Tu vas avoir l'indifférence, tu vas L'indifférence. avoir l'incapacité et le malentendu. Donc l'indifférence, c'est la personne qui t'écoute et en fait, in fine, qui dit ouais, bon, ok, c'est intéressant, mais pourquoi? Pourquoi moi? Enfin, pourquoi j'achèterais? Pourquoi est-ce que je vendrais? Donc ça, c'est une forme d'indifférence. Enfin, l'indifférence, c'est une forme d'objection qui se travaille en amont, dans ce pitch, dans cette capacité à créer du désir ou de l'attention, ou tout simplement en réalisant qu'on n'a pas la bonne personne, que le produit qu'on vend ne répond pas à ses attentes. Je n'ai pas de problème à avoir de l'indifférence. Si je vends un four micro-ondes à quelqu'un qui est sur une île et qui n'a pas d'électricité, je comprends son indifférence. Non, mais Ouais. tu vois, c'est pas. Ouais. Et tu auras beau C'est faire plus simple dans ce que le tu. terme. C'est clair. Ça va être... ouais. Ça va être compliqué. Ça va être Et, compliqué. et tout le fait de travailler en amont sa négociation, de bien identifier alors, un avatar type de client si on vend un produit, de bien identifier que notre proposition répond à des attentes qui pourraient exister, de bien identifier qu'on a le bon interlocuteur si on est dans une entreprise. Je ne vais pas vendre quelque chose, un service juridique s'ils n'ont que un devoir de regard sur la sécurité de notre logiciel. Je vais le vendre Oui, au métier et bien même pas sûr. aux acheteurs. Tu vois, c'est les acheteurs qui vont acheter le prix, mais c'est le métier qui va l'utiliser. Donc c'est comment je m'intéresse à autre. Donc j'ai l'indifférence, je peux avoir l'incapacité. Donc la personne qui dise bah oui, je n'ai pas les moyens ou ça ne rentre pas dans mon champ des possibles, dans ce que je sais faire. Et puis je vais avoir le malentendu. C'est que la personne n'a pas forcément compris exactement. C'est les trois grandes familles qu'on va avoir. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a une objection, si tu veux, la première question qu'on doit se poser, avant même d'identifier où est-ce qu'on se retrouve, c'est est-ce que l'objection elle est sincère ou pas sincère? Si elle n'est pas sincère, ça veut dire qu'on est sur du bluff et de la manipulation, et dans ce cas-là, ça se traite autrement. Et si elle est sincère, c'est est-ce qu'elle est fondée et pas fondée. Si elle n'est pas fondée, ça veut dire qu'on est sur du malentendu, et donc ça veut dire qu'on doit réexpliquer à cette personne, je suis vraiment désolé, quand je disais que notre micro-ondes, il était bleu, mais effectivement, il existe aussi en rouge, en jaune et en fuchsia. Tu vois, donc j'explique. Et puis ça se trouve, elle est sincère, elle est fondée, oui, j'entends, et je suis vraiment désolé, parce que notre micro-ondes, il n'existe pas en fuchsia. Donc votre objection est sincère et fondée. Mais dans ce cas-là, on va contrebalancer avec, on ne va pas nier le Oui, fait que ça soit c'est pas ça. On important. ne va pas le J'entends que camoufler. On ne va pas le mettre de côté. On voilà. va vraiment. Parce que si l'autre me donne une. Et d'où le fait de. Alors, c'est une petite sémantique, mais c'est dans le titre. Le but n'est pas de vaincre l'objection. Le but est de la neutraliser, c'est-à-dire de la D'accord. réduire. Si tu me donnes une objection, c'est qu'elle fait forcément sens une fois de plus dans ton référentiel, tu vois. C'est qu'elle est réelle pour l'autre. C'est ça. Elle est Et réelle pour oui, l'autre. Oui. oui. Et ça veut dire que dans le passé, cette objection t'a permis d'avancer aussi, de prendre une meilleure décision. Donc, c'est-à-dire que si tu me la donnes, elle est légitime. Donc, c'est de dire, j'entends ce que tu dis, donc j'accueille cette objection, Florian. Effectivement, et j'en suis désolé, on ne sait pas faire notre Mac en rose fuchsia, comme vous le demandez. Et en même temps, euh, par rapport, et donc là, je vais mettre en avant ce qui était recherché par l'autre et qui peut prendre plus d'importance pour lui que simplement la couleur. Et en même temps, vous souhaitiez avoir quelque chose d'extrêmement simple à l'utilisation, avec une interface utilisateur agréable, sans maintenance, sans capacité de virus. Et je pense que le Mac est peut-être plus adapté peut-être qu'un PC. Voilà, un exemple. Donc, je ne nie pas l'objection, mais je vais remettre en avant ce qui pouvait être cherché au départ. Reprendre par exemple, qu'est-ce que la personne cherchait dans un rose Mac, qu'est-ce qui vous intéressait réellement par rapport à ça? Qu'est-ce que ça révèle chez vous? C'est ça? Si vous prenez par exemple une coque qui est rose, Mais voilà, si je ne sais pas le faire, ouais, ouais. mais si je ne sais pas le faire, ce rose, c'est même pas tant le rose Mac qui va être important, c'est pourquoi est-ce que vous vouliez déjà un Mac, tout Ouais. simplement. D'accord. Et
Et maintenant, sens-toi libre de me dire non, mais je ne saurais pas le faire en rose Mac. Donc, est-ce qu'il serait absurde qu'on aille sur un gris Mac? Ça t'appartient maintenant, tu vois. Mais On va j'ai voir mis cette en avant répartie. ma proposition tout à l'heure sur ce gris. Et puis, pour revenir quand même à ta question de base, donc là, on est vraiment sur une compréhension globale, hein, tu vois, Oui, méta de l'objection, mais l'objection qui revient le plus, quelle que soit notre appétence à la négociation, ça reste le prix. C'est toujours le prix qui constamment. reviendra. Parce que c'est un terrain. En fait, il faut comprendre que l'être humain n'aime pas mentir. Il n'est pas à l'aise sur D'accord. le mensonge. Généralement, d'ailleurs, il trouvera une façon de faire par omission. Il y a peu de personnes qui vont mentir frontalement, quoi. C'est est-ce que vous avez le budget? Il faut que j'y réfléchisse. Tu vois? Ok. Ils vont pas forcément te. Sauf si c'est maladif, C'est- peut-être aussi, ou non, il n'y a pas Ouais, besoin. ouais, exactement. Ouais, exactement. Sauf si c'est maladif, tu tombes sur un mythomane. Mais le mythomane, comme en plus il croit à son mensonge, il n'a même pas l'impression de mentir. C'est un autre sujet. Ok. Donc les personnes n'aiment pas trop mentir. Mais s'il y a bien un sujet en négociation où les gens sont à l'aise culturellement au mensonge, c'est le prix. Et plus tu abordes une notion de prix tôt, et plus tu forces en fait inconsciemment l'autre à te mentir. D'accord. Donc, ça, le mieux, c'est vraiment de le mettre à la fin le plus Alors, tard possible oui et ou non. non? Oui. Oui et non. C'est important quand même que l'autre ait un ordre de grandeur du prix. D'accord. C'est-à-dire que euh, si je te vends une formation de négociation à 100 euros, je dis voilà, bon, on est sur une gamme à peu près à 100 euros, je vais t'expliquer ce qu'il y a dedans, et puis après on arrive au prix, ben voilà, c'est 99 euros. Tu te sentiras plus à l'aise si je fais ça que si je D'accord. t'aborde le prix au dernier moment. Donc si tu découvres vraiment sans aucun Ah critère de oui, prix, d'accord. parce Ok. que il faut comprendre que l'être humain est mal à l'aise quand il est en incapacité de faire quelque chose qu'il a envie de faire. Et on est tous mal à l'aise. Tu vois, imagine, tu vas acheter une paire de lunettes, le mec te montre, le vendeur ou la vendeuse te montre à quel point elle est géniale. Tu vas dire, putain, elle est géniale. Tu entends parler à ta conjointe, toi, ton conjoint, je l'essaye ça. Et là, tu as, bon, ben, c'est 600 euros. Et tu ne t'attendais pas à ça. Et ben en fait, dire à l'autre, non, je ne peux pas, non, je n'ai pas les moyens, C'est qui est une la déchirure. véritable, C'est une déchirure. c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise par rapport à la valeur qu'on a de nous. Et donc, il faut faire en sorte que l'autre soit pas mal à l'aise par rapport à ça. C'est lui faire comprendre très rapidement, bah, si tu rentres dans une concession de Porsche, tu sais qu'à un minimum, tu en as pour 60-80 kilos. Et tu vois, tu n'as pas de surprise à ce moment-là. Oui. Donc, la grosse idée, c'est que, et c'est notre mantra numéro 2 en négociation, la seule personne qui doit être à l'aise, c'est l'autre. Et je dois tout faire pour qu'il soit à l'aise dans la négociation. Ok, Je dois, d'accord. vraiment. C'est Et tout simplement parce que il faut comprendre. Alors, je ne vais pas être à l'aise par bienveillance. Je ne vais pas être à l'aise par éthique. Mais on a vu que tout à l'heure, la seule personne qui pouvait nous donner ce qu'on voulait, c'était toi, Florian. oui, Et tu penses que maintenant, puisque le but de la négociation, ce n'est pas d'obtenir ce qu'on veut. Le but de la négociation, c'est d'obtenir le maximum d'une situation. D'accord? Est-ce que tu penses que c'est plus simple pour moi d'obtenir le maximum de la situation si je te traite avec bienveillance, avec respect, et que je fais en sorte que notre relation soit stable, ou si je te mets un coup de pression, je te parle mal, je te menace, bien bref, évidemment. ultimatum. Bien évidemment, Le la premier. première situation, Et oui, nettement, bien sûr. et tout le monde, alors oui, dans la seconde, tu pourrais faire ce que je te demande, mais ça va te coûter quelque chose et tu ne vas pas me donner le maximum de la situation. Et tu garderas toujours en tête, attends, je viens 2 secondes, un jour, t'inquiète. Je suis rancunier. D'un moment donnant, Voilà. voilà. Voilà, exactement. Et donc, la seule personne qui doit être à l'aise dans le processus de négociation, c'est l'autre, pas par éthique, pas par bienveillance, mais juste parce que c'est l'unique moyen que j'ai à ma disposition pour obtenir le maximum de la situation. Ok. Et pour éviter, alors si je veux aller plus loin sur de la subtilité, mais pour éviter de l'irrationalité. Combien de fois, dans ton secteur, que je connais beaucoup, beaucoup moins bien que toi, mais tu as quelqu'un qui va vendre plusieurs biens, qui va vendre, pardon, un bien et il a plusieurs acheteurs. Ouais. Et puis il y a un des acheteurs, il vend son bien à 100, il y a un petit couple super agréable ou quelqu'un jeune ou moins jeune qui s'intéresse à lui, mais pourquoi vous en vendez bien, mais c'est génial, ça. Mais par contre, et sincèrement, alors, très honnêtement, je pourrais l'acheter qu'à 90 euros au lieu de 100. Et puis, tu as quelqu'un d'autre qui arrive, ouais, bien, oh, voilà.
C'est clair. Puis la région est naze. Et puis j'ai garé ma Porsche là, ça ne craint rien. Et Ouais, il te c'est fait une clair. proposition même à 98. Il t'a C'est vrai. méprisé pendant tout le long. Irrationnellement, tu as plus envie de vendre à Au celui de couple, 90 bien sûr. que à celui qui était à 98. Et C'est donc, en clair. fait, si je te méprise, si je commence à prendre un ascendant sur toi, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas chercher, tu ne vas plus chercher à obtenir plus dans la négociation, tu ne vas plus chercher à obtenir le maximum de la situation, tu vas chercher à te donner raison. Et pour te donner raison, tu vas me causer du tort. D'accord. Même si toi, tu te causes du tort. D'accord. Peu Même importe, si de toute toi, façon. tu te dis, ah, je ne le vendrai pas, eh ben ouais, eh ben, je vais attendre 2 mois de plus s'il faut, je ne le vendrai Je pas, mon comprends. bien. Mais toi, Ok. jamais de la vie, tu l'auras. Ok. Ok. Je vois Et la t'en fais une posture. affaire de principe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Et je c'est vois tout à fait la irrationnel. posture. Mais c'est la même chose que la personne qui veut chercher une augmentation chez son Pour son patron. salaire ou peu Voilà. importe, oui. Exact. Je viens de voir, j'ai dit, Florian, voilà, j'ai fait une bonne année, tu comprends, je voulais savoir est-ce que tu pourrais revaloriser mon salaire de 5%. Et puis toi, tu commences, tu décroches ton téléphone, tu fais 2 secondes, je viens, j'ai pas le temps. Et les dernières semaines, en plus, je t'ai pas senti dans. Et tu fais plein de choses. Puis au bout d'un moment, je te fais, hé, oh, Florian, et tu me parles pas comme ça. Et ça fait. Et puis déjà, moi, je suis à jour sur mes objectifs. Depuis tout à l'heure, tu te lèves, tu décroches au téléphone. Bien Putain, c'est sûr. un manque de respect sans. Et là, en fait, je suis en train de me donner raison. Je sais que je ne vais pas avoir cette augmentation maintenant. Allez, mais je Mais je vois vais tout me à donner fait. raison. Ouais, ouais. Je vois Et tout je à fait vais là y où. perdre. C'est-à-dire, il y a personne qui va gagner dans ça. Même si toi, de base, pour reprendre l'exemple de l'acheteur qui était un petit peu hautain, arrogant et autres, qui propose 8 000 € en plus du prix initial, donc rationnellement, ce serait plus intéressant de passer par lui. Mais comme tout ce qu'on a vu précédemment fait qu'il n'a aucun intérêt à le vendre parce qu'il s'est senti humilié, parce qu'on l'a pris de haut, par principe, il va préférer vendre 8 000 € au couple, mais jamais à lui. Et pourtant, ce serait plus intéressant qu'il ait 8 000 € dans sa poche. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, quand je dois acheter différents types de biens, eh ben, je préfère me mettre dans une posture d'acheteur pour vivre en tant que résidence principale plutôt qu'en tant qu'investisseur locatif. Et c'est vrai parce qu'on fait tout de suite, ça fait tout de suite plus peur en se disant, ah, il va faire de l'argent avec mon logement. Et indirectement, ça met des freins. Alors que si j'arrive, ah, j'adore votre logement, bon, avec ma femme, on aimerait bien y vivre, on a une petite, c'est super, il y a une petite chambre, waouh, comme vous avez choisi le bien, combien de temps vous vivez dedans. On s'intéresse vraiment à l'autre et effectivement, on a beaucoup plus de chances d'aboutir à un pricing, même peut-être plus bas, mais dans faisant ce type de conversation. Oui, et puis ce n'est pas forcément une question de pricing. Imagine, tu veux acheter un bien, et puis ton bien, il est vendu 100. Et quand tu le visites, tu te dis, waouh, mais c'est un bien coup de cœur. En fait, il n'y a pas d'autres biens sur le marché, sur cette région-là, avec un duplex en plein centre-ville. Et donc là, en fait, le but de ta négo, c'est même pas d'avoir le meilleur prix, parce que tu sais que le bien, il est au bon prix. Oui. C'est que tu sais que dans ta journée, il est 11 heures du mat, et il y a encore 6 rendez-vous derrière d'acheteurs Bien sûr. potentiels. Et là, tu te dis, mais en fait, mon objectif, c'est de le closer. Et maintenant, comment est-ce que tu vas le closer? Parce qu'il vaut 100 et tout le monde va l'acheter à 100. Alors, tu en as peut-être un ou deux qui vont faire une proposition à 95. Mais ok, soit tout le monde va faire une proposition au prix. Et bien, en fait, la décision se fera de manière irrationnelle, c'est-à-dire émotionnelle. La personne va le vendre à celui qui l'a le plus apprécié. Et moi, je sais que mon premier bien, le premier que j'ai acheté, je l'ai acheté en faisant une proposition moins cher que le prix, mais moins cher d'ailleurs que mon compétiteur. Et D'accord. je l'ai obtenu. Ouais. Je n'ai plus l'ordre de grandeur, mais mettons que le bien était à 100. J'ai un compétiteur qui a fait une proposition à 96, j'ai fait une proposition à 92 ou 93 et je l'ai obtenu, par exemple. Et donc, si tu veux, quand je l'ai eu, en plus, on passait par un agent IMO. Donc, si tu veux, je savais. J'appelle l'agent IMO, je lui dis, écoutez, je suis très content de l'avoir. Maintenant, il y a un truc qui me titille. Moi, je suis un passionné de négo, j'en ai fait mon métier. Pourquoi est-ce que je l'ai obtenu à ce prix-là? Ah, tu demandes quand même pour qu'est-ce qui a fait qu'il Ah oui, a. Ah, constamment ah oui. On avait tout signé, on avait signé les papiers et tout ça. Et je dis, D'accord. ouais, très, très bon, Ok. que je comprenne. Qu'est-ce qui fait qu'en étant moins cher, je l'ai obtenu? Et la réponse, elle était cash. Il m'a dit, ben, le propriétaire et moi, on s'est beaucoup, beaucoup plus apprécié que votre famille quand vous êtes venu avec votre conjointe. C'était beaucoup plus agréable, c'était beaucoup plus fluide. Et lui, à travers vous, il s'est vu il y a 10 ans quand il avait emménagé dans le bien. Ok. Une réciprocité en quelque sorte.
une si idée. Ouais, je pense que c'est un transfert, c'est quelque chose d'émotionnel. Il s'est vu à notre place. Et donc, c'est comme ça que j'ai acheté mon premier bien, à un bon prix en plus. Donc tu vois, la décision, elle n'est pas que rationnelle. On avait peut-être un dossier un peu meilleur, je ne sais pas dire. Mais en tout cas, on l'a eu alors qu'on était pas les Alors que, plus chers. d'accord, ok, Ouais. ah, ben, c'est super. Et pour en revenir, est-ce que toi, de ton côté, tu formes des personnes en présentiel pour les aider, ceux qui ont du mal, ils sont dans des travails, par exemple, ils sont vraiment pas à l'aise avec la négociation, c'est quand même quelque chose d'animal, la négociation, et je vois bien qu'il y en a qui sont vraiment pas à l'aise, qui aimeraient. Est-ce que tu accompagnes ou comment on peut faire pour se faire former à Ouais. cette... Alors, 99% de notre temps, on accompagne, on forme, c'est des entreprises. Et majoritairement des entreprises d'une certaine taille, françaises ou américaines, en France. Mais on a 1%, 1 à 5% de notre activité, on forme des particuliers. On a notamment lancé une masterclass qui va avoir lieu cet été sur 5 jours. C'est la première fois que ça existe en France. Ok. On a 5 jours en présentiel, hein. 5 jours de séminaire dans un endroit exceptionnel, c'est à côté de Chantilly, dans un château, dans un magnifique château à côté de Chantilly. En fait, pendant 5 jours, on va accompagner. Alors, c'est plus orienté top management, chef d'entreprise, profession indépendante, dans l'IMO ou vraiment des gens qui ont leur structure. On va les accompagner pendant 5 jours euh, pour qu'ils montent en compétences sur la négo, mais qui se transforment en fait. Ok. Il y aura un avant et un après. Et tous les jours, on va faire de la préparation mentale. Il va y avoir de la négo, il va y avoir de l'art oratoire et du pitch. Il va y avoir de la psychologie de la détection du mensonge. Il y aura des conférences tous les soirs. On a des anciens négociateurs du RAID. On a des anciens négociateurs de Waouh, d'autres unités qui vont venir. On a parmi waouh, 8 des ok, plus grands experts. On a 8 experts qui vont venir sur d'accord. ces 5 jours. Ils font partie des plus grands experts sur la détection, enfin, pardon, sur la partie négociation. On a une criminologue qui va venir sur tout ce qui est profiling, comment tu négocies avec les profils complexes. D'accord. Il y aura la dernière demi-journée, ce sera une négociation à la porte avec des copains, des anciens négociateurs du RAID, où en fait tu négocieras, tu mettras tout ce que tu as mis, tout ce que tu auras appris sur ces 5 jours en œuvre. On va, non, on va avoir de l'hypnose conversationnelle. Comment est-ce que tu fluidifies ton rapport à l'autre juste dans ta posture, dans ta conversation. Mais dans les intervenants, tu vois, on a Bertrand Perrier, qui est un des grands Oui, avocats, tout à fait. ouais, qui est extrêmement connu sur l'art oratoire et l'éloquence. On a Guy Clara Kessous, qui a un doctorat et qui enseigne la négociation et la communication à Harvard. Ok. Qui est chevalier des ordres des par le ministère de la Culture. On a vraiment 8 des plus grands stars en France et c'est génial. Et en plus, pour tous ceux qui ont créé des entreprises, potentiellement, ça peut être pris en charge par une partie par le CO, par le CPF, parce que c'est Génial. certifiant Ouais. et reconnu par l'État. Bon, par contre, Certifiant. on fait ça qu'une seule fois dans l'année. D'accord. C'est la première fois que ça arrive en France et il n'y a que 20 places. Donc, Ok. Faut aller alors, vite. c'est vraiment... Faut aller vite. Ouais. Bah, on a ouvert ça, il y a les inscriptions, il y a moins d'une semaine. On est au tout début, si je Ok. nous écoute, je Bah, ça dure un super. mois. On mettra le lien si ça les Ouais, intéresse. je mettrai le lien. Je mettrai le lien dans la vidéo et je mettrai également tes coordonnées pour qu'ils puissent te contacter, que s'ils ont des questions, ce genre de choses. Ça Ouais. sera fait. Ça sera fait. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que la négociation, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui est intuitif. Il faut pas être bon parleur ou beau parleur pour être bon négociateur. Paradoxalement, c'est l'inverse. Il faut être dans une capacité d'écoute. Il faut travailler son estime, il faut travailler sa curiosité, il faut travailler pas mal de choses. Et ça fait 6 ans qu'on accompagne des entreprises là-dessus. C'est des milliers de personnes qu'on a accompagnées et formées. Et on s'est rendu compte qu'on avait des gens qui étaient extrêmement introvertis, qui n'étaient pas forcément timides, et qui réussissaient extrêmement bien. En fait, on peut tous devenir une meilleure version de soi en négociation. Et la question que les gens devraient se poser, c'est est-ce que dans mon univers professionnel et personnel, je peux prendre le risque de mal négocier? Ça, Si c'est ta la vraie question. réponse est non, il faut aller voir, il faut regarder. Parce que négocier, ça permet vraiment de booster sa carrière professionnelle, mais aussi Bien sûr. personnelle, son rapport à l'autre. Bien sûr. Donc, en fait, j'ai toujours l'habitude de dire, tu vois, moi, je ne suis pas très jeu vidéo, je n'ai pas trop le temps, mais j'ai l'impression que je fais un jeu vidéo qui est le capitalisme. Que je joue en ligne Ok. H24. Et la négociation, c'est à l'époque, quand tu achetais des journaux à la librairie, c'était le hack. C'est vraiment le truc qui te permet de hacker ton jeu vidéo et de gagner des niveaux très rapidement. C'est vraiment comme ça que je vois la négociation. La négociation, c'est un raccourci, c'est un shortcut
qui te permet dans ton jeu vidéo, qui est le capitalisme et ta vie personnelle, d'aller plus vite, plus loin. C'est le code, c'est arme invincible, pouvoir magique, et puis voilà. Mais c'est presque ça. Okay. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment la perception. Et ça semble bien marcher chez les gens. C'est le champignon sur Super Mario. Tu prends ça et boum, c'est… Je l'avais jamais vu comme ça. C'est le champignon d'invisibilité en Super Mario, tu fais le niveau d'un coup. C'est bon. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. La négociation, c'est un raccourci, c'est un shortcut qui te permet dans ta vie de saisir plus d'opportunités. Bon, c'est super. Bah, génial. Franchement, on va finir dessus. J'ai juste une dernière question, Julien, à te poser. Si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Tu te revois avec toute la connaissance que tu as actuellement, 10 ans en arrière ou même 20 ans en arrière, qu'est-ce que tu t'aurais dit ou qu'est-ce que tu aurais fait au niveau des choix que tu as pris dans le passé? Voilà, est-ce que tu as quelque chose que tu aurais voulu changer? Ah, je suis désolé, je crois pas. Non. Ah ouais, génial. Non, sincèrement, je ne gère rien. Déjà, parce que je m'estime extrêmement chanceux de faire un métier sur lequel je suis totalement passionné, qui est utile socialement. Les gens sont prêts à me payer quand même des sommes assez importantes en plus pour partager ma passion. Donc, j'en vis. Donc, c'est utile. J'ai vraiment l'impression d'être à ma place. Et en fait, c'est bizarre parce que dans ta vie, tu fais plein de choix, plus ou moins alignés. Et moi, ce qui m'arrive, c'est que depuis quelques années, maintenant que je suis à ma place, tous les choix que j'ai eus avant, en fait, s'alignent. C'est comme si tu avais un alignement de planète. Et tout prend du sens. Ouais. Et même mes échecs, la réalité, c'est que ce n'est pas agréable, les échecs. Mais c'est ça qui m'a construit. C'est ça qui m'a donné l'énergie de vouloir aller de l'avant, d'aller plus loin, de persévérer. Et en fait, très honnêtement, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour la vie que j'ai. Je ne changerai pas un seul truc. Et c'est pas, je ne suis pas parfait en tout point. Ma vie, elle n'est pas 100% parfaite, mais la vie que j'ai pour ma perception que j'en ai, elle est au-delà de ce que j'aurais pu mériter ou espérer. Il y a 10 ans, on m'avait dit que j'en serais là. Peut-être pas cru. Non, je ne l'aurais pas. Non, je l'aurais pas. Mais par contre, le dénominateur commun pour les gens, quelle que soit la discipline qu'ils vont faire, quel que soit le sujet qu'ils vont travailler, ce n'est pas une question de motivation pour moi pour réussir. C'est une question de discipline. Parce que ta motivation, elle fluctue. Tu as des mois où tu es bien, tu as des mois où tu n'es pas bien. Mais c'est de la discipline et c'est du travail. Et si on est discipliné, si on travaille, à un moment donné, je pense qu'on aura forcément des résultats qui seront différenciants. C'est comme ça que je le vois. Super, génial. Écoute, Julien, merci pour tout ça. Franchement, merci. J'ai coupé l'enregistrement et c'est top. C'est top. Et je mettrai quand même les différents liens en dessous de la vidéo. Ton LinkedIn, là où tu es le plus présent, où les gens peuvent te contacter. Je mettrai ça.